disponible à une date peu propice, mais nécessaire dans le calendrier des dossiers que nous avons à traiter. Aussi, donc, je demande à notre directeur général des services de bien vouloir procéder à l'appel immédiatement. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Olivier Gacker. Présent. Monsieur Pierre-Emmanuel Gibson. Présent. Madame Marguerite Després-Audebert. Absente excusée, donne pouvoir à René Martin. Monsieur Fabrice Lefranc. Présent. Madame Amel Daoud-Gacker. Monsieur René Martin. Présent. Madame Béatrice Berroyer. Présent. Monsieur Hakim Elazouzi. Présent. Monsieur Jean-Pascal Scalone. Présent. Madame Maryse Berthoud, absente excusée, donne pouvoir à Francis Cordonnier. Madame Jacqueline Habert. Madame Ginette Loiseau. Monsieur Patrick Perrin, absent, excusé, donne pouvoir Monsieur Alain Michaud. Monsieur Alain Michaud. Madame Évelyne Brassard. Je sais pas. Monsieur Francis Cordonnier. Présent. Madame Odile Mortier, absente excusée, donne pouvoir à Fabrice Lefranc. Madame Annie Masbouri, absente excusée, donne pouvoir à Ginette Loiseau. Monsieur Frédéric Dems, Excusez, il est en vacances. excusé. Monsieur Jérôme Caillet, absent excusé, donne pouvoir à Jean-Pascal Scalone. Madame Dorothée Calais-Delorue. Monsieur Henri Doblicky. Monsieur Christophe Leclerc, absent excusé, donne pouvoir à Monsieur Hakim Elazouzi. Madame Françoise Réau, absente excusée, donne pouvoir à Pierre-Emmanuel Gibson. Monsieur Stéphane Saint-André. Madame Catherine Duquesne. Madame Nathalie Jacobzik. Monsieur Joël Caron. Madame Martine Recorda. Monsieur Jacques Mélic. Il doit venir. D'accord. Monsieur Jean-Marc Dandivel. Madame Jocelyne Balavoine. Elle doit arriver. Madame Isabelle Guillemont. Monsieur Michel François. Présent. Monsieur Ludovic Pajot. C'est bon, monsieur le maire. Bien, merci. Je propose donc de nommer notre secrétaire de séance la personne d'Henri Dublicky. S'il n'y a pas d'opposition, d'abstention, je vous remercie. Donc pour attaquer les questions, donc il y en a une essentiellement, donc profiter de ce mini-conseil ou grand conseil, parce que les sujets qu'on va y traiter sont d'importance, notamment celui sur le choix du concessionnaire du service public du réseau de chaleur urbain. Ça sera évoqué dans un deuxième temps, puisqu'il y a une première délibération qui concerne donc un accord cadre de collaboration donc, entre l'Université de Lille 1, la communauté d'agglomération et la ville de Béthune, concernant donc toute la partie Smart City. Il s'agit en l'occurrence d'un accord cadre entre l'agglomération d'un premier temps et ce laboratoire Sunrise, donc, piloté par Issam Charour, qui donc s'est illustré notamment dans le travail des Smart Grids sur l'Université de Lille 1. Et l'idée, c'est de pouvoir nous accompagner sur le territoire, et d'abord, dans un premier temps, avec Béthune, pour Béthune, dans le diagnostic qui sera fait de nos réseaux, sur nos consommations notamment liées aux fluides. Ça intégrera bien sûr la démarche Smart City qui sera présentée et appuyée et accélérée les 22 et 23 septembre prochains, lors d'un forum qui se passera à Béthune, entre le théâtre, la comédie et le lycée Baringhem. Donc je remercie les partenaires qui d'ailleurs nous ont prêté les locaux. Il y aura donc bien sûr la démonstration autour du numérique, il y aura des explications et des ateliers de transformation, de démonstration plutôt autour de la transition énergétique.
Et puis il y aura finalement un accompagnement aussi sur le plan culturel, sur toutes ces nouvelles pratiques qui sont en train finalement d'entrer dans nos vies, ce changement sociétal, cette révolution sociétale qui est en train de s'opérer. Voilà donc l'objet de cette délibération qui est de permettre donc à Issam Charour de pouvoir travailler sur nos réseaux et donc de pouvoir présenter à l'occasion de ce diagnostic, de ce forum, le premier diagnostic d'appui qui alimentera donc le master plan local qui sera présenté donc lors du forum. Et au-delà de ce master plan local, il y aura un appel à projet qui sera réalisé. J'en profite pour le dire également ici, puisque on a un partenariat avec plusieurs opérateurs ou grandes entreprises françaises. Et actuellement, il y a un appel à projet qui a été lancé avec Engie, qu'on remercie. Engie, depuis maintenant, je pense, une quinzaine de jours, a lancé avec nous un appel à projet autour de la Smart City sur les 7 piliers de la transformation de la ville que nous sommes, ville moyenne. Ils souhaitent donc finalement nous accompagner dans cette démarche-là. Et donc, il y a un appel à projet qui fonctionne bien, puisque je pense qu'il y a à peu près une réponse par jour actuellement. Et il y aura donc un jury qui rendra son verdict sur cet appel-là à projet donc, à l'occasion du forum. Date à laquelle il y aura un autre appel à projet là, qui sera porté dans notre autre partenariat avec Orange Business Service et qui rentrera aussi dans les aspects plus concrets de ce qu'on voudrait voir apparaître comme nouveaux services et nouveaux usages sur la commune. Sur cette délibération première, y a-t-il des questions? Des oppositions? Une opposition? Abstention? Je vous remercie. Deuxième délibération, et donc je céderai la parole bien sûr à mon premier adjoint. C'est un vrai sujet aussi, la Smart City, la transition énergétique. C'est à la fois un sujet écologique, mais aussi économique, un choix structurant pour la collectivité, et peut-être même un choix d'avenir pour le territoire, puisqu'on pourrait imaginer à la suite de ce qu'on va mettre en place, de tirer finalement sur le fil pour structurer peut-être à l'échelle du territoire un maillage ou un schéma directeur d'un réseau de chaleur interurbain, peut-être on pourrait l'appeler ainsi. En tout cas, c'est un choix qui offrira des perspectives d'avenir. Je voudrais donc remercier l'ensemble des partenaires qui ont répondu, puisque je pense que ça a été un vrai travail de négociation qui a été mené, même si à la fin il y a toujours un gagnant et puis des gens qui seront déçus, mais en tout cas je trouve que le travail a été fait avec beaucoup d'attention. Je voudrais remercier mon premier adjoint qui a porté, comme il avait bien fait sur la DSP aquatique, les discussions, les premiers choix. Je pense que c'était important et des négociations qui apparemment ont duré très longtemps. Je l'ai vu rentrer parfois le soir épuisé. Donc forcément, mes remerciements sont à destination également de l'ensemble du personnel communal qui lui aussi a beaucoup lu, relu, et a permis par sa disponibilité les meilleurs choix. Bien sûr, ceux qui nous accompagnent dans la démarche, notre AMO, je pense que c'est important de souligner et remercier, puisque c'est, mais je sais que Piano le fera, mais en tout cas c'est un travail aussi là qui était complet. On avait besoin d'additionner des compétences pour être au mieux dans un contexte qui vous sera représenté, qui n'était pas un contexte des plus faciles quant à la sortie de la précédente délégation. Voilà donc ce qui sera présenté ce soir, et après avoir remercié Pierre-Manuel, l'ensemble des élus qui ont contribué au dossier et notre partenaire naturel, notre AMO et le personnel communal, je vais lui laisser la parole en disant bien que ce sera quand même un sujet phare pour nous aussi lors du forum des 22 et 23 septembre, parce que je pense qu'on peut le dire en amont, on est assez fiers de ce qui se fera et de ce qu'on pourra en faire en termes de promotion du territoire et de la commune dans les semaines, mois et années à venir, puisque vous verrez que c'est une solution évolutive. Voilà, merci beaucoup, je laisse la parole à mon premier adjoint. Merci. Je vais inviter l'AMO qui nous a accompagnés depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans, vous avez dit monsieur le maire, qu'on travaille sur le sujet. Alors, je les mets autour de moi. J'espère que ça va bien se passer. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation liminaire en vous présentant toute la solution qu'on va proposer, que monsieur le maire vous propose d'adopter ce soir.
Et ensuite, par un jeu de questions-réponses, on suspendra le conseil municipal si vous le souhaitez pour permettre à l'AMO et aux différents techniciens experts du sujet de répondre précisément s'il y a des questions techniques qui dépassent la compétence des élus. Évidemment, s'il y a des questions en cours de route, je vous dis, c'est mieux de les poser à la fin parce que peut-être que la réponse sera dans la diapo suivante. Alors, le chauffage urbain. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est une ville de 25 000 habitants qui est dotée historiquement d'un réseau de chauffage urbain, dont une première partie s'appelle le réseau du Mont-Liébaud. C'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est un réseau qui a été construit à l'époque de la construction du Mont-Liébaud pour notamment alimenter en chauffage urbain, en chauffage et en eau chaude sanitaire, tout un tas d'immeubles, de logements collectifs, qui sont le parc social de Pas-de-Calais Habitat. Avec la carte, c'est mieux. Donc vous avez un premier réseau historique qui se trouve au sud de Béthune, qui est un réseau d'une puissance d'11 MW, qui est alimenté par une vieille chaudière. Quand je dis une vieille chaudière, c'est pas péjoratif parce que c'est une chaudière qui a fait son temps. C'est la fameuse grande cheminée que vous voyez entre l'ancienne patinoire et Brico Dépôt. C'est la chaudière historique du réseau, c'est la première, qui marchait à l'époque au charbon, puis qui a fonctionné au fioul lourd et puis qui aujourd'hui fonctionne au gaz naturel. Et puis au fil des années, a été construit, créé un deuxième réseau de chauffage urbain en centre-ville, qu'on appelle Béthune Énergie Service, avec la chaudière urbaine qui se trouve à côté de la piscine, donc sur le site de l'Eau-Lagrange, et un réseau qui a été tissé, vous le voyez, plutôt dans la partie centre-ville, et qui, au fait de son histoire, est un réseau qui a été à l'époque surdimensionné par ses moyens de production, surdimensionné dans sa perspective de commercialisation, et qui est un réseau qui a périclité dans le temps, et qui a dû être récupéré par le délégataire du Mont-Liébaud à l'époque, pour finalement sauver financièrement le réseau. Et une solution a été trouvée en interconnectant, c'est le petit point d'interconnexion qui se trouve dans la caserne des pompiers de Béthune, en interconnectant les deux réseaux pour permettre de sauver le réseau qui était ultra déficitaire et qui fonctionnait mal, finalement en épongeant une partie de ces déficits par le réseau du Mont-Liébaud qui à l'époque avait été bien conçu et qui fonctionnait bien. Donc on a aujourd'hui en sortie de DSP deux contrats différents pour une même ville, ce qui est assez atypique. Et pour tout vous dire, sans esprit de polémique, parce que c'est pas le but, mais il faut quand même dire les choses, on a encore une fois trouvé des dossiers très mal ficelés, avec des choses un peu surprenantes qui ont été demandées à l'époque par des élus, peu importe, aux délégataires, ce qui fait qu'en sortie de DSP, on a mis beaucoup de temps et beaucoup de travail avec notre AMO pour dépatouiller le légal du pas légal, pour faire des avenants de sortie propres. Quoi qu'il en soit, c'est pas là-dessus que je veux polémiquer, je veux juste dire que depuis 3 ans, on n'a pas rien fait, puisque vous le savez, on a baissé, au travers de plusieurs avenants que vous avez votés, le prix du chauffage urbain, notamment dans le réseau du Mont-Liébaud de près de 17%. Ça a été fait à l'heure où on se parle. Et on a également, vous le savez, permis aux délégataires de faire un investissement très important en centre-ville, avec un nouveau moteur de cogénération très puissant, qui, je le rappelle, permet de vendre de l'électricité tout en produisant du chaud. Donc on a aujourd'hui, en fin de DSP, un réseau dont l'état est le suivant. Un moyen de production obsolète qui est en fin de vie au Mont-Liébaud, une centrale de production en centre-ville qui est performante, qui est moderne avec une cogé toute neuve, mais un réseau qui souffre aujourd'hui du fait de son manque d'abonnés, d'un prix de chauffage urbain qui, malgré la baisse qu'on a déjà fait ensemble depuis 3 ans, est trop élevé. Clairement, aujourd'hui, on a un réseau qui n'est pas commercialisable facilement, puisque le prix du gaz naturel est très bas. C'est conjoncturel, mais ça dure un petit peu. Donc pour l'instant, on est trop cher, pour se dire les choses. Et on a une production qui est quand même essentiellement basée sur du gaz naturel, donc qui est finalement très carbonée. Donc c'est dans ces conditions qu'on a travaillé sur la nouvelle DSP de chauffage urbain. Qu'est-ce qu'on a voulu faire finalement? C'était quoi le cahier des charges? On ne voulait plus avoir 2 réseaux, en tout cas 2 entités de DSP, on voulait avoir une seule DSP pour le Global Ville. Donc passer de 2 contrats à un seul contrat. La deuxième chose, c'est qu'on voulait finalement faire de ce réseau, qui est aujourd'hui plutôt un boulet qu'on traîne à nos pieds parce qu'il coûte cher, et il est trop cher pour le commercialiser, on voulait en faire un atout, donc avoir des prix qui soient commercialisables, qui soient compétitifs et qui nous permettent finalement de s'appuyer sur le réseau de chauffage urbain pour en faire un élément différenciant, un atout pour la ville. Finalement, ce qu'on voulait, c'était dire à Béthune, demain, avec la nouvelle DSP, vous paierez le chauffage moins cher par rapport aux communes alentours et voire aux communes de la région et du département. On voulait également absolument moderniser nos moyens de production. La chaufferie du Mont-Liébaud est en fin de vie, il n'était pas question de repartir sur une nouvelle DSP avec un outil de production obsolète.
puisqu'évidemment, plus l'outil est vieux, moins il est performant et plus il coûte cher. Et puis on voulait à tout prix, monsieur le maire l'a évoqué, avoir une solution qui soit labellisée énergie renouvelable. C'était pas concevable pour nous en 2017 d'attribuer une DSP de 22 ans sans avoir un volet d'énergie renouvelable important. Ça n'aurait pas été correct vis-à-vis de l'environnement, on n'aurait pas du tout été en phase avec la transition énergétique, et ça n'aurait pas eu de sens de fonctionner qu'avec du gaz naturel, qu'avec des solutions non renouvelables. Donc voilà un petit peu le cahier des charges. Évidemment, qui dit prix compétitif demain, dit qu'on voulait un réseau étendu pour accorder davantage de bâtiments, davantage de clients. Donc ça, c'est, je dirais, l'état d'esprit qui nous a guidés dans la rédaction du cahier des charges. On a eu 2 concurrents qui ont fait des réponses et des propositions, on l'a évoqué longuement en commission. Ce soir, ce que je vous propose, pour ne pas être trop long, c'est de me concentrer sur la solution qu'on vous propose de retenir. S'il y a des questions après, on sera là pour vous répondre, mais je voudrais me concentrer sur ce qu'on vous propose de retenir, qui est l'offre qui nous a été proposée par un concurrent qui s'appelle Dalkia, qui est par ailleurs le délégataire actuel. Donc Dalkia nous a fait plusieurs réponses. Pour faire simple et schématique ce soir, on va parler d'une solution de base, d'une option obligatoire, qu'on avait demandé à tous les concurrents, et d'une solution de repli à cette option obligatoire. J'expliquerai pourquoi on a voulu une solution de repli et un plan B. L'offre de base, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est un réseau le moins cher possible, labellisé ENR, avec un outil de production neuf au Mont-Liébaud, des extensions, bref, faire, je le redis, de ce qui est aujourd'hui un handicap un atout. L'option obligatoire, c'est l'idée qu'on a eue avec notre AMO, mais aussi avec l'agglomération Béthune-Bruay, c'était d'avoir un raccordement au centre de valorisation énergétique de la Beuvrière, qui était pour nous une option obligatoire parce que c'est un fort souhait, mais je vous expliquerai après pourquoi cette option obligatoire, on n'est pas certain qu'elle se fasse à terme, puisque toutes les cartes ne sont pas entre les mains béthunoises, ni même de l'agglomération. Et puis Dalkia nous a proposé une variante, une solution de repli, en nous disant finalement, vous nous dites que le CVE, vous voulez le faire, mais vous n'êtes pas sûr qu'il y aura à nouveau un CVE après 2026. On vous propose un plan B, moi je l'appellerai le plan B, qui nous permet d'avoir un réseau ENR, d'avoir des prix pas chers, etc., mais avec une autre solution que le CVE. Ce qu'on voulait également, et je le dis en entrée de jeu parce que c'est important, quand on parle développement durable, il y a le marketing, il y a l'affichage et puis il y a la réalité. Aujourd'hui, des énergies ENR, il y en a plein. On peut très bien aller chercher du bois en Roumanie, l'amener par camion qui roule au diesel et brûler du bois dans Béthune. Aux yeux de la loi, c'est ENR. Est-ce que c'est vraiment écologique? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire? Non. Donc on avait demandé, et c'est ce qu'on a apprécié chez l'offre de Dalkia, on avait demandé aux candidats délégataires de nous trouver des solutions de développement durable, mais qui soient sur le territoire, sur le site. Alors à Béthune intramuros ou évidemment dans l'arrondissement de Béthune. Et c'est les propositions qui nous ont été faites. Alors, je vais d'abord vous présenter ce qu'on va appeler l'offre de base. L'offre de base, c'est ce qu'on vous propose d'attribuer ce soir, c'est-à-dire que c'est ce qui va se faire dans tous les cas de figure. La première chose, je l'ai dit, c'est qu'il va falloir construire une nouvelle chaufferie urbaine, puisque celle du Mont-Liébaud est obsolète. Pour avoir une nouvelle chaufferie urbaine, il fallait un terrain en maîtrise communale. Il fallait absolument un terrain que maîtrise la commune, que ça colle avec le nouveau PLU, et que ce soit pas trop loin de la chaudière actuelle, pour pouvoir, finalement, avec des jeux de vannes et des jeux de tuyaux, pas avoir à traverser la moitié de la ville pour accorder le réseau actuel à la nouvelle chaudière. Donc le terrain qui a été retenu, et sur lequel on va construire 7 chaudières, c'est un terrain qui se trouve à l'arrière de Brico-Dépôt, entre Brico-Dépôt, le stade d'athlétisme, par lequel on accède par la rue du président René Coty, et c'est sur ce terrain qu'on va construire la chaudière, dont vous voyez l'intégration 3D. Donc ça, c'est vraiment le permis de construire qui va être déposé. Il y a un travail d'architecte qui a été fait, ce sera fortement paysager. Évidemment, par rapport au cubage de la chaudière du Mont-Liébaud, on est sur une nouvelle génération de chaudières, on est sur quelque chose de petit, de très réduit, avec des cheminées qui n'ont plus rien à voir avec la cheminée actuelle. On est sur quelque chose qui va ressembler en termes de gabarit à ce qu'il y a dans le centre-ville à Léo-Lagrange. Donc quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Donc ça va se situer sur ce terrain-là. Évidemment, je vous le dis, terrain maîtrise communale, ça cadre avec le PLU. On est sûr que le permis sera accepté, qu'on pourra le faire. Donc vous avez les vues en haut. Alors évidemment, c'est des vues schématiques. En vrai, ce sera forcément différent à mon niveau des arbres. Mais en tout cas, voilà à quoi va ressembler notre nouvelle chaudière du Mont-Liébaud. Pour l'instant, je vous parle d'une chaudière gaz, qui fonctionnera avec des chaudières gaz comme dans le centre-ville. Une fois qu'on aura cette nouvelle chaudière,
on pourra évidemment, en premier lieu, la raccorder au réseau actuel. Donc c'est un petit peu animé, donc je vous invite à être attentif. On a essayé d'être schématique. Donc ça, c'est la chaufferie actuelle qui va être à terme démolie. Ça, c'est le réseau qui part vers le centre-ville. On a un réseau qui part vers le centre commercial Auchan. On a un réseau basse température qui permet de faire de l'eau chaude sanitaire. On a un réseau ML, c'est le réseau du Montlier-Beau de chauffage. Ça, c'est la nouvelle chaudière qu'on va construire. Donc sur le site que je vous ai décrit, rue du Président Coty. Une fois qu'elle est construite, on la raccorde au réseau basse température pour faire de l'eau chaude sanitaire. On la raccorde vers Auchan et vers le centre-ville. Et on la raccorde au réseau actuel du Montlier-Beau. Vous voyez qu'on a limité les longueurs de tuyaux et que finalement on est très proche du site actuel. On va également modifier l'interconnexion. L'interconnexion, c'est ce bâtiment qui se trouve dans la caserne de pompiers qui permet de pousser du chaud d'un réseau vers l'autre. Aujourd'hui, cette interconnexion, elle ne marche que dans un sens. Il n'y a qu'un seul réseau, il n'y a qu'une seule chaudière qui peut alimenter l'autre en chaleur finalement. Demain, on va faire des modifications qui vont nous permettre au réseau du centre-ville et du Montlier-Beau de fonctionner en complémentarité. L'un pourra livrer de la chaleur à l'autre et l'autre pourra livrer de la chaleur à l'un en fonction de ce qu'on a besoin et surtout de l'énergie de production qu'il y aura dans un site et dans l'autre. J'espère que pour l'instant je suis clair, j'ai perdu personne. Une fois que la nouvelle chaudière est en place, opérationnelle et qu'elle fonctionne, on la raccorde au réseau et on entame la déconstruction de l'ancienne chaudière. Donc évidemment des amiantages, il n'y a pas tant d'amiante que ça mais il y en a quand même. On démolit le bâtiment, la cheminée, bref, on fait place nette, on dépollue le sol, on met une pelouse et c'est une parcelle qui sera dans notre esprit destinée à un futur projet de reconfiguration des abords du centre commercial La Rotonde, donc plutôt sur du commercial et de la création d'emplois, puisque vous voyez bien qu'entre l'ancienne patinoire et Brico Dépôt, cette parcelle elle est tout à fait en phase avec le reste du foncier qui sera disponible autour. Jusque-là, je vous l'accorde, c'est pas très original, mais c'est indispensable. Et là, c'est poser la question de se dire finalement, quelle énergie renouvelable dans l'offre de base le délégataire pouvait nous proposer en prenant une énergie qui soit sur place. Sachant, je le rappelle, le CVE, c'est l'option. Donc le CVE, de toute façon, quoi qu'il en soit, il nous l'aurait proposé, mais ce n'est pas dans l'offre de base. J'expliquerai après pourquoi le CVE, on n'est pas sûr de le faire. Donc le délégataire et les candidats délégataires, tous les deux, nous ont proposé des solutions différentes, mais des solutions du territoire. Et puis très honnêtement, Dalkia a eu une idée qu'on n'avait pas, puisqu'on n'avait pas les éléments que disposait le délégataire. Et cette idée, finalement, c'était de se dire qu'est-ce qu'il y a comme énergie renouvelable, pas chère, abondante et disponible de façon quasi limitée sur la durée de la DSP sur le territoire. Je ne vous fais pas le coup de vous poser la question parce qu'on a fait la commission, donc vous savez un petit peu. Par contre, je vous ai ramené un petit bureau du maire. C'est ça. Ça, c'est l'un des derniers morceaux de charbon qui a été remonté du dernier puits de mine, d'ailleurs, du Pas-de-Calais. Parce qu'effectivement, sous nos pieds, alors pas à Béthune, mais pas très loin d'ici, on a un ancien bassin minier où il y a près de 100 000 km de galeries qui ont été creusées jusqu'à Valenciennes, donc Valenciennes, Douai, Hénin-Beaumont, Lens-Liévin, Bruay. Ces galeries, elles sont peu exploitées, mais ces galeries, elles continuent à exister. Elles se remplissent d'eau petit à petit, mais très lentement. Et puis surtout, quand on perce des galeries dans un bassin minier, eh ben, il y a du méthane qui est naturellement présent dans le charbon. Dans le charbon, il est présent à l'état pur, mais il se dégage du charbon, il va dans les galeries, il se mélange à l'air, et c'est ce qu'on appelle, et vous le savez malheureusement, c'est le célèbre, trop célèbre malheureusement, grisou. Du grisou, c'est tout simplement du méthane qui s'échappe du charbon, qui se mélange à l'air, et c'est un gaz particulier qui est inflammable, qui est explosif, qui a d'ailleurs coûté la vie à malheureusement de nombreux mineurs. Et ce grisou, il continue, malgré la fin de l'exploitation des mines, de se répandre dans nos galeries de mines. Et comme c'est un gaz qui est dangereux dans le sens qu'il est explosif, qui finira de toute façon par remonter naturellement à la surface et par s'évaporer dans l'air, et là on parle de méthane quasiment pur, donc c'est du méthane, c'est très polluant. Pour le coup, c'est un gaz à effet de serre à la puissance maximum. Donc on continue d'avoir dans notre ancien bassin minier du méthane qui monte en pression, qui s'évade, il remonte à la surface au travers des puits, et quand il touche, parce que vous savez que quand on condamne, enfin vous le savez peut-être pas, je vous le dis, un puits de mine, quand on le condamne, on bétonne, on met une dalle béton et on ferme. Et sur chaque puits de mine, il y a un petit évent, il y a un petit tuyau qui permet au gaz naturellement de s'évader dans l'atmosphère pour éviter que ça monte en pression et que ça explose. Et donc, de Valenciennes finalement à Bruay, l'ensemble des galeries de mines communiquent. Donc finalement, le grisou qui sort dans la mine à Valenciennes,
il se mélange, etc. Et il peut ressortir à d'autres endroits. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont décidé, mais ça fait quelque temps déjà, de confier à une entreprise, alors c'était d'abord les houillères, et puis quand les houillères ont disparu, c'est devenu Gazonor, a confié à Gazonor les concessions minières en demandant à Gazonor d'extraire ce gaz pour sécuriser les conduits de mine et essayer de le valoriser au maximum. Et pendant des années, Gazonor a réinjecté, au travers de 3 puits qu'on voit, enfin de 3 zones qu'on voit ici, a réinjecté du grisou dans du réseau de gaz naturel, finalement dans le gaz qui sert à brûler chez vous, votre gazinière, etc. Sauf qu'au fil du temps, évidemment, le grisou, il y en a de moins en moins, il s'appauvrit, et donc c'est moins intéressant pour GRDF, enfin pour GDF et les autres gaziers, d'acheter du grisou. Pourtant, il faut continuer à l'extraire. Gazonor a également à l'époque branché des industriels. Plusieurs usines, notamment Bétal Europe à l'époque, étaient alimentées en grisou pour faire fonctionner des chaudières. Bétal Europe, malheureusement, c'est terminé, donc c'est plus finalement un exutoire de grisou. Il y a également la grande paroisse à Mazingarbe qui utilisait du grisou et qui a malheureusement, ça existe encore le site, mais malheureusement son activité est réduite et donc elle n'achète plus de grisou. Donc l'idée que nous a proposée Dalkia, c'était finalement de se dire, est-ce qu'on ne peut pas exploiter la richesse qu'on a d'avoir ce bassin minier, où je rappelle finalement, pour vous donner de grandeur, c'est 100 000 km de galeries. On estime que les stocks de grisou sur 150 ans, c'est 14 milliards de mètres cubes disponibles qui vont de toute façon s'évaporer dans les galeries. Et on sait que tout communique et que finalement, quand on regarde la carte et qu'on regarde Béthune, on n'est quand même pas très loin du bassin minier historique. Il n'y a pas grand-chose à faire pour aller jusque là-bas. Et en plus, intellectuellement, et là c'est un commentaire plus d'élu que de technicien, je trouve que finalement, ce bassin minier qui a fait la richesse du Pas-de-Calais et du département, qui était un peu devenu aujourd'hui un boulet, parce que reconversion économique difficile, beaucoup de friches, et puis finalement des galeries sous terre dont on n'avait pas l'usage. Finalement, l'idée d'en refaire aujourd'hui quelque chose d'intéressant, quelque chose de valorisant pour le département, pour la ville de Béthune, et puis pour tout le monde, et que ça puisse bénéficier aux habitants avec un prix de chauffage bas, je trouve que la démarche, elle est extrêmement intéressante, surtout que c'est unique en France. Il n'y a aucun réseau de chauffage urbain pour l'instant en France qui est alimenté de cette façon-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le puits exploitable qui est le plus près. Et le puits exploitable le plus près, c'est Divion. Puisqu'il y a 2 puits à Avion, il y a un puits qui se trouve à Lourches. Le puits d'Ivion, c'est l'ancienne fosse 5 bis de la Compagnie des mines de Bruay. De 1979 à 2007, on a extrait du gaz qu'on a livré à Drocourt. C'est la grande paroisse d'aujourd'hui à Mazingarbe. Via une canalisation enterrée de 20 km qui avait été faite à l'époque. Et donc vous voyez qu'on est sur le gisement de charbon qu'on appelait et qu'on appelle toujours la poissonnière. Pour vous donner un ordre de grandeur, le charbon, ce qui a été exploité dans les mines, on n'a sorti que 10% de la totalité du charbon qui est dans le sous-sol du département. Il reste sous la terre 90% des ressources charbonnières du Pas-de-Calais et du Nord, avec du méthane emprisonné dedans. Donc on va zoomer sur Divion, puisque Avion et Lourches, ça nous intéresse moins, même si c'est aussi des gisements disponibles, mais pour le coup ils sont beaucoup plus loin et trop loin de Béthune. Mais avant de continuer, je voulais vraiment prendre le temps avec vous de différencier le gaz de mine, le grisou, du gaz de couche, pour éviter les polémiques et les imaginations de certains ou de certaines. Le gaz de couche comme le grisou, c'est la même chose. C'est du méthane qui est prisonnier dans le charbon. La différence, c'est que le gaz de mine, le grisou, comme on a percé 100 000 km de galerie, on a percé le charbon. Donc de toute façon, maintenant, il sort. Naturellement, il sort et il continuera de sortir. Donc il nous suffit juste de pomper à la surface des puits qui sont encore opérationnels, qui sont encore disponibles, pour le récupérer de façon naturelle. On n'envoie personne au fond de la mine, on ne rouvre pas de puits de mine, on ne va rien casser du tout, on va juste exploiter ce qui existe. Le gaz de couche, à l'inverse, et on n'est pas du tout dans ce cas-là, et ce n'est pas ce qu'on veut faire évidemment, c'est aller chercher finalement le méthane qui est prisonnier dans les couches les plus profondes qui n'ont pas été exploitées. Et là, pour le coup, il faut envoyer de l'eau, il faut tout casser, il faut détruire le sol, et ça pose de gros problèmes environnementaux. On n'est pas là-dessus. On est simplement sur l'exploitation naturelle du méthane qui se mélange à l'air et qui devient du grisou dans les conduites de mines actuelles. Donc je le redis, on ne rouvre pas les mines, on n'envoie personne au fond, on ne casse pas le sol plus qu'il n'est déjà. Par contre, on enlève un gaz qui de toute façon ne peut pas rester dans les galeries de cette façon-là, parce que ce serait dangereux pour les gens qui habitent en surface.
Imaginez des galeries de mines qui explosent, des galeries de mines qui s'effondrent, et c'est des villes entières qui se retrouvent en difficulté. Ça existe dans certains pays du monde. Hein. Vous l'avez déjà vu sans doute à la télé, il y a des pays d'Asie ou même aux États-Unis où il y a eu des gros problèmes. Donc là-dessus, c'est important vraiment de différencier, c'est bien du grisou, et on n'est pas dans une fracturation des couches les plus profondes. Je vous passe vite, mais j'ai quand même mis l'article. Le grisou est considéré comme une énergie renouvelable, en tout cas une énergie de récupération fatale, puisqu'elle sort naturellement, il faut l'évacuer, il faut la valoriser. Donc elle permet depuis 2007 d'avoir accès à un taux de TVA à taux réduit. On en parlera après dans le prix, c'est important. Mais également d'être considéré comme énergie renouvelable. Donc tout ce qui va être produit à base de grisou dans notre réseau de chauffage urbain va être considéré comme énergie renouvelable. On en parlera tout à l'heure. Et depuis 2016, donc c'est le gouvernement précédent, quand on utilise du grisou pour faire tourner des moteurs et faire de l'électricité, il y a une obligation de rachat par EDF de cette électricité. C'est un moyen d'aider Gazonor à revaloriser ce gaz. Alors, ça c'était la partie un peu historique qui était pour moi très utile. C'est quoi le projet? La chance qu'on a, c'est que vous avez sur la carte un schéma, je sais bien qu'on ne voit pas très bien, mais enfin je vais l'expliquer. C'est une conduite de gaz qui relie Divion à Mazinga, qui part du puits de Divion et qui va à l'usine Grande Paroisse. Cette conduite, elle n'est plus utilisée depuis plusieurs années. Elle a été démontée sur la partie de les mines pour faire la zone industrielle Logistère A24, donc elle a été démontée sur sa partie, on va dire, aval, mais jusque Vaudricourt, elle est encore intacte. Et Vaudricourt, c'est à 4 km de la nouvelle chaufferie qu'on veut faire à Béthune. Donc finalement, on va bénéficier de cette opportunité historique qui est le hasard, qui est cette conduite pas loin de Béthune, pour aller récupérer le grisou directement depuis Vaudricourt. Et je vais vous montrer après le plan. Donc le principe, il est simple. On a notre réseau de chaleur. Dans ce réseau de chaleur, on a la chaudière centre-ville, on a une nouvelle chaudière au Mont-Liébaud. À côté de la nouvelle chaudière du Mont-Liébaud, on va le voir après, Gazonor, qui s'appelle aujourd'hui la Française de l'Énergie, va construire un deuxième bâtiment sur la même emprise, dans lequel on va mettre une cogénération. Un moteur qui va fonctionner avec du grisou, qui va faire tourner une génératrice d'électricité, donc qui va faire de l'électricité pour EDF, et on va venir récupérer le chaud du moteur pour faire du chauffage urbain. C'est le même principe que ce qu'on fait en centre-ville, par contre là c'est avec du grisou. Donc nouvelles installations, donc, je vous l'ai dit, mise en place d'une nouvelle cogé, un brûleur mixte, gaz naturel, gaz de mine, puisqu'évidemment sur la chaudière du Mont-Liébaud toute neuve, on pourra brûler si on veut du gaz naturel ou du gaz de mine. Le gaz de mine servira à faire de l'électricité, et donc de la chaleur, mais il servira aussi à faire brûler, fonctionner nos chaudières classiques finalement, qui fonctionneront soit sur gaz naturel, soit sur gaz de mine en fonction des besoins et de ce qu'on veut faire. Évidemment, plus elles fonctionnent avec du gaz de mine, plus on a énergie renouvelable. Et donc, il va falloir tirer une canalisation de la nouvelle chaudière du Mont-Liébaud jusqu'à Vaudricourt. Ça, c'est la carte. On n'a rien fait au hasard. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de passer le moins possible en zone urbaine, de casser le moins possible des voiries neuves ou récemment refaites, notamment par le BHNS, et d'éviter de passer dans des zones rurales ou dans des villages ruraux type Vaudricourt. On voulait absolument éviter les habitations et les zones de centre-ville ou de ville. Alors évidemment, la conduite de Vaudricourt, on va aller la piquer à cet endroit-là. C'est assez simple à reconnaître. Quand vous faites Fourquière vers la zone de Ruy, c'est le rond-point où vous avez une route qui croise et qui fait Dignol-Vaudricourt. La conduite, elle passe sous ce rond-point-là, enfin à proximité. Donc on va venir se piquer là-bas, c'est à 4 km. Le fameux rond-point dont je vous parlais. La conduite, vous ne la voyez pas, vous voyez juste un petit poteau blanc et jaune qui se trouve devant la maison, qui se trouve sur ce rond-point. Et donc, on va venir tirer d'abord du tuyau le long de la route départementale. On va passer sous l'autoroute grâce au pont qui existe, et ça va nous faire gagner du temps et beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin de refaire un forage sur l'autoroute, on a déjà le pont. Ensuite, on passe par la zone Actipolis, on traverse le Mont-Liébaud et on rejoint la rue du Président Coty, où il y aura la cogénération, le poste de détente gaz et la nouvelle chaudière. C'est du tuyau diamètre 250, donc c'est 25 cm de diamètre. C'est 4000 mètres de réseau, donc c'est un réseau de 4 km qu'on va tirer. Et donc sur le site de la nouvelle chaufferie, juste à côté, vous voyez, il y a deux bâtiments. Il y a un bâtiment où il y a des cheminées et il y a un bâtiment où il n'y en a pas. Les deux se ressemblent, c'est normal, c'est fait exprès.
Il y aura donc un deuxième bâtiment qui sera fait par la Française de l'énergie avec une COGE, de l'électricité et du chaud. Donc 2 bâtiments sur le site. Vous voyez le plan. On vous avait présenté tout à l'heure le premier. Là, il y en a un deuxième. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir densifier notre réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous avais dit qu'il n'y avait pas assez de clients et qu'il fallait faire des clients supplémentaires avec un prix intéressant. Le prix, j'en parlerai en dernier. Pour densifier le réseau, il faut faire des travaux de tuyauterie. Il faut rajouter des tuyaux dans Béthune. Pour rajouter des tuyaux, évidemment, il faut savoir qui on raccorde. Donc le délégataire a déjà fait une démarche de prospection auprès d'un certain nombre de clients potentiels qui sont prêts, quasiment tous au prix actuel, on va le proposer, à se raccorder dans un délai assez court, sur quelques années. Donc en bleu, vous avez le réseau actuel. La chaufferie du centre-ville. En partant de la chaufferie du centre-ville, on va tirer une antenne que j'appellerai l'antenne de Catorive. On va aller dans le quartier de Catorive. On va proposer à Pas-de-Calais Habitat sur ces logements Léon Blum de se raccorder, au tribunal d'instance, à la gendarmerie, au groupe scolaire Pasteur à la maison d'arrêt. Puis on va aller plus loin. On proposera aussi aux bailleurs sociaux de raccorder les logements qui se trouvent sur l'ancienne ZAC de Catorive. On va proposer à la clinique Anne d'Artois de se raccorder. Et puis je pense qu'on proposera aussi à la maison de retraite le Clos des Deux-Rivières. Donc quand on tire du tuyau, le but c'est de proposer à un maximum de clients à proximité de se raccorder. Voilà. Ensuite, on va faire une petite extension parce qu'on va proposer au collège Georges Sand, qui va être rénové par le département de fond en comble, également de se raccorder parce qu'ils ne sont pas loin du réseau actuel. Donc on espère 14 abonnés supplémentaires à minima sur l'antenne du centre-ville, donc Catorive plus le collège Georges Sand. La chaufferie toute neuve du Mont-Libaud. Et là on propose une petite extension que j'appellerai quartier de la rue de Lille, où on va proposer à l'église du Perrois, au lycée Saint-Dominique, au groupe scolaire Michelet, de se raccorder. Et peut-être, si on y arrive à travers des parcelles qui nous appartiennent, la future salle Henri Louchard qui sera reconfigurée à Grandy. Donc ça, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle l'offre de base. C'est ce qu'on va, si vous attribuez la DSP ce soir à Dalca, c'est ce qu'on est sûr de faire à 100%. Je vous donnerai après le prix et les délais. Et ensuite vient l'option. Alors l'option, je peux vous dire la vérité, c'est que le CVE, on est tous convaincus que c'est une source d'alimentation en chaleur extrêmement intéressante et qu'il n'est pas loin de Béthune. La ville, comme l'agglomération, qui, vous le savez, a d'ailleurs voté une délibération de principe en ce sens. La vérité aussi, c'est que notre CVE est en fin de vie. On sait qu'en 2026, c'est pas loin 2026, c'est très finement, à l'échelle d'une DSP, c'est très court, on sait que l'installation sera obsolète. C'est-à-dire clairement qu'il faudra reconstruire un CVE tout neuf, parce qu'aujourd'hui, il est en fin de vie, quoi. Les fours sont vieux, l'installation est vieille, les technologies sont vieilles, il est aux normes, mais ça ne vaudra pas le coup de remettre de l'argent pour le moderniser, il faudra faire un neuf. Pour faire un neuf, il faut plusieurs choses. Un, il faut que la région, dans le cadre de son nouveau plan déchets, flèche sur l'agglomération Béthune-Bruay la nécessité d'un nouveau CVE. C'est un sujet très important. Aujourd'hui, dans l'agglomération Béthune-Bruay, on a la chance de maîtriser notre flux d'ordures ménagères. Finalement, de la poubelle que vous mettez devant chez vous, dans votre bac, en passant par le camion poubelle qui la ramasse, la déchetterie, la décharge, le centre de tri pour revaloriser ce qui est trié, ou le CVE, l'agglomération maîtrise toute la chaîne elle-même. C'est-à-dire que finalement, le prix de collecte des ordures ménagères, on le fixe nous-mêmes. Ce qui permet d'avoir une tome à zéro et d'avoir un prix de collecte qui est parmi les plus bas du département du Pas-de-Calais. Si demain on perd un CVE, il faudra aller brûler les ordures à Saint-Omer ou à Arras. Et eux, ils fixeront le prix qu'ils ont envie. Et s'ils sont malins pour favoriser leurs habitants, ils vont nous fixer un prix maximum, ce qui fait qu'on va perdre la main sur notre capacité à brûler les ordures ménagères, ça risque de nous coûter plus cher et à terme, c'est les habitants qui vont trinquer en taxes d'ordures ménagères. Donc il y a d'abord un intérêt d'avoir un CVE qui est finalement notre indépendance en termes de gestion des ordures ménagères. Deuxièmement, il va y avoir un intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir vendre le futur CVE main dans la main avec l'agglomération auprès de la région, en disant oui, mais si vous refaites un CVE là, vous allez alimenter en chauffage urbain une ville de 25 000 habitants et peut-être demain tout un arrondissement, avec des prix intéressants défiant toute concurrence. Donc cette option, elle va nous permettre de vendre encore mieux auprès de la région
la nécessité de refaire un CVE. Puis une fois que la région aura dit ce qu'on espère dans un délai des années qui viennent, parce qu'il faut du temps, OK pour un nouveau CVE là, il faudra qu'on ait l'autorisation du ministre de l'Environnement et du préfet pour le reconstruire en lieu et place, puisqu'on est sur une zone inondable et on est sur un site qui est dans le périmètre de Croda, qui est une usine Céveso. Donc il y a une réglementation technique particulière. Je rappelle que Croda, c'est 240 emplois, qu'il y a une dizaine d'années, Croda a menacé de partir en Angleterre et de délocaliser son site, de rentrer chez sa maison mère, et ils sont restés uniquement parce qu'il y avait le CVE et de la chaleur pas chère. Donc, évidemment, l'agglomération dit aussi à la région, attention, s'il n'y a plus de CVE, il n'y a plus Croda. Et s'il n'y a plus Croda, on perd 240 CDI. Il faut se dire les choses, donc on est là pour se dire les choses, on se le dit. Ça, c'est le contexte du CVE. Donc, tant que le plan déchets région n'est pas adopté avec un CVE dans l'agglo, tant que le préfet et le ministre de l'Environnement n'ont pas autorisé l'agglo à reconstruire en lieu et place, on a un doute sur le fait que peut-être que la région dira non et peut-être que le préfet et le ministre de l'Environnement diront il n'y a plus de CVE. On n'a pas de doute sur la volonté du président Wachot et de son équipe de vouloir en refaire un et de garder l'indépendance en ordure ménagère, mais on a un doute sur le fait qu'on ait le droit de le faire. Et ça n'aurait pas été sérieux, on en parlera tout à l'heure, mais de notre part, de vous présenter une solution uniquement CVE. Parce que si le CVE ne se fait pas, en 2026, eh ben notre magnifique DSP qu'on vous propose ce soir, elle serait tombée comme une feuille morte de l'arbre et on aurait été dans un sacré bazar, pour pas dire un sacré bordel. Donc l'option, on la veut, on va se battre avec l'agglo qui était d'ailleurs en rendez-vous lundi à la région sur ce sujet-là, on va se battre pour qu'il y ait à nouveau un CVE, mais on a quand même un plan B dans le cas où ça ne se ferait pas. Donc le CVE, il est à la Beuvrière, vous avez une carte de l'arrondissement. En rouge, c'est la conduite qu'on va tirer, une double conduite qu'on va tirer de la nouvelle chaufferie du Mont-Liébaud jusqu'au CVE. On a le même raisonnement. Évidemment, à Béthune Intramuros, on est obligé de passer dans le Mont-Liébaud, on est obligé de passer devant la rotonde, on est obligé de passer par le rond-point Saint-Prix. Même si on a une variante où on pourrait peut-être passer par un autre endroit, mais en tout cas, à Béthune, on va traverser de la zone urbaine. En dehors de Béthune, vous avez vu qu'on a fait attention. On suit la route départementale jusqu'à Choc, et à Choc, ensuite, on suit une route où il n'y a pas beaucoup d'habitations. Encore une fois, l'idée, c'était pas de traverser Anzin, Foucreuil, etc., et de foutre le bordel dans tous les centres-villes des villages. L'idée, c'était qu'il faut que ce projet soit accepté de la population, donc c'était de faire des travaux là où ça gêne personne. Et le long de route départementale dans les bas-côtés, ça gêne personne, ça gêne pas les habitants, et en plus, le département est content parce qu'il y a un droit de péage, il y a une petite taxe tous les ans, donc ça fera un peu de sous aussi pour le département. Donc ça, c'est ce qu'on projette de faire pour se raccorder jusqu'à la Beuvrière, à l'incinérateur actuel, et demain au futur incinérateur s'il y a. Puisque l'agglo était prévoyante, elle a déjà acheté les terrains. Donc il y a la place pour refaire un nouvel incinérateur au même endroit à la Beuvrière. Et très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communes qui le réclament chez eux. Chez elles, ce nouvel incinérateur. Donc à mon avis, il se refera. S'il se refera, il se refera logiquement au même endroit. Donc ça, c'est ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc c'est la base. Réseau de chaleur, la cogée, la chaudière au gaz de mine et le gaz de mine. Et hop, on vient rajouter le CVE en option sur le réseau. Le CVE, ça permet quoi? D'avoir encore plus de puissance de production. Si on fait le CVE, comme on aura plus de puissance de production, plus d'énergie renouvelable disponible, on va pouvoir, tout à l'heure je vous ai parlé de densifier le réseau dans le quartier de Clatory, dans le quartier de la rue de Lille, donc finalement de densifier dans Béthune. Avec le CVE, on a une volonté d'étendre le réseau, et de l'étendre fort. Hop. Comment l'étendre fort? Ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est pour relier l'église du Père Wall, le lycée Saint-Dominique, Michelet, jusqu'au lycée Malraux. Ce qu'on souhaite, c'est étendre plus loin. C'est d'aller jusqu'au pôle universitaire, donc la faculté, l'IUT, d'aller sur le lycée Yourcenar, ça apparaîtra après. Voilà. Le lycée Yourcenar et sa salle de sport, la résidence universitaire, le Crous, donc le restaurant universitaire, la DITEC, la bibliothèque, enfin tout ce qui est pôle universitaire. Et puis ce qu'on veut aussi, c'est de tirer plus loin, jusqu'à l'hôpital de Beuvry, jusqu'à la clinique Ambroise Paré, jusqu'au jardin de l'Estracel. Et là, pour le coup, on n'est plus sur de la densification, on est sur de l'extension. Parce qu'on est sur la commune de Beuvry. Donc on va aller chercher des clients potentiels qui ont déjà été démarchés, qui au prix où on va proposer le chauffage sont extrêmement intéressés, notamment l'hôpital, qui a eu une installation aujourd'hui qui est plutôt en fin de vie, qui va se poser la question de refaire une chaudière chez elle ou de se brancher chez le voisin, et qui a aussi besoin d'argent et qui ne sera pas contre une solution pas chère pour lui produire son eau chaude et pour lui produire
son chauffage. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans l'option. Donc c'est 14 abonnés supplémentaires, c'est une puissance souscrite importante, c'est une extension de 2 km à peu près, supplémentaire de tuyaux. Vous remarquerez, parce que c'est la même carte, que l'écoquartier Testu, la future friche Mondi qui va être démolie, tous ces secteurs-là sont déjà à proximité de tuyaux de chauffage urbain. Donc c'est des sites qu'on pourra tout de suite raccorder quand des permis de construire sont délivrés. On est déjà sur place. Donc là, pour le coup, dès que ça construit, on peut se brancher tout de suite. Ça, c'est la solution si le CVE perdure. On se laisse jusqu'à 2022 dans la DSP pour le savoir. On espère le savoir avant 2020, mais si on ne le sait pas avant 2020, on se met une date butoir à 2022. Où là, il faudra décider, CVE se fait, CVE se fait pas, s'il se fait pas, on fait pas, s'il se fait, on fait. On a le temps jusqu'à 2022 pour décider. Par contre, il faut mettre une date butoir, parce que sur une DSP de 22 ans, si vous ne faites pas les investissements au début, si vous les faites trop tard, ça a un impact sur le prix. Et puis, il y a un plan B, puisqu'on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, et c'est une DSP de 22 ans, il n'était pas question pour nous, il aurait même été responsable de tout miser sur le CVE. Vous auriez pu nous dire à juste titre, mais vous êtes fous, si ça ne se fait pas, vous n'avez pas de plan B. Ben, il y a un plan B. Ce plan B, il n'est pas très compliqué, parce que finalement, il est issu de l'offre de base renforcée. Le plan B, c'est qu'à Divion, il y a 2 puits de mines supplémentaires qu'on pourrait réouvrir pour pomper du grisou. Et en pompant plus de grisou, on peut donc en avoir plus, en brûler davantage en chaudière à bitume, et donc alimenter le réseau très étendu que je vous ai montré jusqu'à l'hôpital de Beuvry avec plus de grisou. Donc si le CVE ne se fait pas, alors on ouvrira on a un puits d'ouvert, on ouvrira un deuxième puits en janvier 2027 au plus tard, et un troisième puits en janvier 2032, pour alimenter ce réseau étendu. Et si je ne dis pas de bêtises, dans la chaufferie urbaine du Mont-Liébaud toute neuve, où il y aura 2 chaudières, on aura une place pour en mettre tout de suite une troisième dans le même bâtiment, puisqu'il faudra une chaudière de plus. Donc le plan B, c'est tout simplement un plan gaz de mine renforcé, où on va venir ouvrir 2 puits supplémentaires à Divion. Je le redis, c'est important, quand je dis rouvrir 2 puits, c'est pas rouvrir 2 chevalets, c'est tout simplement aller brancher des conduites sur des évents, sur des dalles de puits qui sont existants et qui naturellement recrachent du grisou à longueur de journée dans l'atmosphère. Ça, c'était pour le principe. Je continue avec des schémas très résumés, mais c'est volontaire. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la base, l'offre de base qu'on vous a présentée, qu'on a appelée densification, ce sera un réseau à terme de 38 000 MWh en 2021. Si on prend l'option CVE d'ici 2022, ce sera donc une extension de réseau importante. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'avec l'option CVE, on aura en tout sur notre réseau, non pas 6, mais 12 km de réseau et de tuyaux. On va doubler la taille du réseau bétinois en longueur de tuyaux. C'est 53 MWh à horizon 2021. Et si c'est la variante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CVE, mais qu'on renforce le gaz de mine, on aura aussi une puissance de 53 000 MW en 2021. Le mix énergétique. Le mix énergétique, il est super important. Parce qu'on veut un maximum d'énergie renouvelable, on l'a dit, mais également parce que dans ce pays, il y a une fiscalité intéressante qui incite les communes et qui incite les délégataires à faire d'énergie renouvelable. Une incitation financière, une incitation fiscale. Aujourd'hui, notre réseau, finalement, c'est la première diapo de l'offre de base. On brûle du gaz naturel et on fait de la cogé avec de l'électricité dans le centre-ville. Donc on a un réseau qui fonctionne au gaz naturel et avec de la cogé. Dans la base, on vient chercher du gaz de mine en 2021-2027. Il y a du gaz naturel toujours un petit peu, il y a de la cogé. Et à terme, on aura beaucoup de gaz de mine et un peu de gaz traditionnel. Ce qui est bleu, c'est la part d'énergie renouvelable sur ce premier schéma. Le but, c'est d'aller au maximum. La loi nous dit, à partir du moment où vous êtes à 50%, à plus de 50%, vous êtes un réseau développement durable. Vous avez une TVA à taux réduite, donc des prix qui baissent pour vos clients, et on vous subventionne vos investissements à hauteur d'au moins 40%. C'est-à-dire que l'ADEME va payer au moins 40% de tous les travaux qu'on vous a présentés. Si on prend l'option, d'ici 2022, vous avez les schémas à côté. Ce qui est en vert kaki, c'est le CVE, c'est la part du CVE. Ce qui est en bleu ciel, c'est le gaz de mine. Il reste un petit peu de gaz naturel. Et il reste évidemment la cogé, mais qui finira par s'arrêter puisqu'on a une durée de vie de cogé qui est plus courte que celle de la DSP.
Et ensuite, il y a la variante où là, vous voyez que le gaz de mine est prédominant et on arrive à un taux d'énergie renouvelable, que ce soit dans l'option ou dans la variante, de 84%. Ça veut dire que 84% de l'énergie primaire qui va être utilisée pour faire du chauffage à Béthune sera de l'énergie renouvelable. C'est le plus gros taux au nord de Paris. Il n'y a personne au nord de Paris qui a un réseau avec autant d'énergie renouvelable que ce qu'on va faire à Béthune. Alors on va parler un peu argent parce qu'évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est une délégation de service public, donc c'est le délégataire qui investit, c'est pas la vie. L'offre de base, l'investissement brut, quand je dis brut, c'est avant subvention, c'est à peu près 12 millions d'euros pour le délégataire. On pense qu'on aura 1 million de subventions, donc un investissement net après subvention d'à peu près 11 millions, enfin 10 millions 7. Ça, c'est la base. L'option, si on va jusqu'au CVE, c'est 18 millions d'investissements, presque 6 millions de subventions, il nous en reste 12 à payer, et je vous dirai après qui va payer. Et la variante, c'est 14 millions d'investissements, presque 3 millions de subventions et 12 millions restants à la charge du délégataire. C'est des sommes considérables. Je pense que dans l'arrondissement de Béthune, des projets de cette ampleur-là, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Quand on parle d'investissement, c'est des travaux. Pour des entreprises de travaux publics, des entreprises de bâtiments, c'est des emplois derrière. Donc, c'est des sommes importantes qui vont être investies dans l'économie locale. On en parlera après, mais évidemment, il y a des clauses d'insertion. Évidemment, on va faire en sorte qu'il y ait des Béthunois qui travaillent sur le chantier. Cet argent, évidemment, ce n'est pas la ville qui va le débourser. C'est de l'argent qui va être emprunté par le délégataire et qui va être remboursé par les abonnés qui vont payer chaque mois leur facture de chauffage. Sur une durée de 22 ans. C'est une DSP de 22 ans. Le prix, parce que finalement, ce qui vous intéresse aussi, c'est combien on va payer, nous la ville en tant que client, mais combien va payer l'abonné. Alors, ce schéma un peu barbare, c'est ce qu'on appelle le classement amorce. Chaque petite colonne verte ou marron, c'est le prix d'un des chauffages urbains de France. Aujourd'hui, on est en bleu foncé. On est dans les 20 réseaux les plus chers de France. On n'est pas très bon. À l'école, on dirait qu'on est nul. C'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'héritage, c'est ce qu'on a récupéré, c'est comme ça. À terme, qu'on prenne l'option ou la base, on va descendre sur les courbes c'est pas du violet, c'est du rose, fuchsia. On va tomber dans les 20-25 réseaux les moins chers de France. Donc on va passer d'un truc qui est super cher, qui n'intéresse pas grand monde, à quelque chose de pas cher, qui va se mettre à intéresser beaucoup de monde. On va passer d'un réseau qui est dans les classes les plus élevées, on le voit après, hein, c'est dans le classement, à un réseau de classe 2, qui est un très bon réseau classe 2. Pour être en classe 1, il faut vraiment être encore dans une autre dimension, mais classe 2, c'est très bien, surtout avec le prix du gaz naturel qui va monter. Donc plus le gaz naturel va monter, plus notre prix de réseau va devenir intéressant. Je vous dirai aussi après, et je peux vous le dire tout de suite, ce que ça fait pour un habitant du Mont-Liébaud. Aujourd'hui, un habitant du Mont-Liébaud, dans ses charges récupérées d'un Pas-de-Calais Habitat, sur un logement moyen, 3 pièces, donc c'est pas le grand luxe, c'est pas immense, mais c'est un logement moyen. Avec la tarification actuelle, il paye 888 € TTC par an de charges pour se chauffer. Dès 2017-2018, c'est-à-dire demain, dans quelques semaines, à partir du 1er octobre, il ne paiera plus que 717 € par an. Ça fait déjà une économie immédiate de 170 € par an, par appartement, par habitant. À partir de 2019, on est sur une économie de 265 € par an. À partir de 2020, puis au-delà de 2021, qu'on reste en base, qu'on prenne l'option, qu'on prenne la variante. Alors si on se met au CVE, on est à 371 € d'économie par an. Et si on est en variante, on est à 412 € d'économie par an par appartement. C'est 1000 fois plus efficace qu'une baisse d'impôt, c'est immédiat, c'est radical et c'est surtout des prix qui sont figés sur 22 ans. Parce que l'avantage, c'est que le gaz de mine, on a négocié un prix fixe sur 22 ans. On l'achète au même prix, impacté par l'inflation. 1% par an, c'est pas ce qui va crouler le prix. Donc à l'inverse du gaz naturel où on est soumis au marché pétrolier, on est soumis à ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Russie, ou même en mer du Nord, on a un gaz stable sur 22 ans en quantité quasiment illimitée, je vous l'ai dit, 14 milliards de mètres cubes, et qui permet de faire à chaque habitant du Mont-Liébaud, à chaque appartement, en moyenne,
à terme, 412 € d'économie par an fois 22 ans. C'est les vrais chiffres, c'est pas faux. Je vous avoue, quand on nous a présenté la première fois, on s'est dit c'est pas possible, c'est Noël. Je sais pas si c'est Noël, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous propose de faire ce soir. Et puis, il y a un autre abonné important, c'est la ville. J'ai oublié de vous dire qu'on a déjà baissé de 17% le Montlier-Beau depuis qu'on est élu. Donc ça fait 17% de baisse, puis on vous a mis quand même les pourcentages, auxquels on va ajouter à terme entre 42 et 46% de baisse supplémentaire. Je ne sais pas si on se rend compte, mais par les temps qui courent, ce genre de bonnes nouvelles, il n'y en a pas beaucoup en France. Et puis comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, on a un autre abonné. L'abonné numéro 2, c'est la ville. La ville, c'est un gros client parce qu'on paye 503 000 €, 504 000 € de facture à notre délégataire actuel de chauffage par an. Ce tableau-là, il est bâtiment branché actuel. Quand on branchera plus d'écoles, plus de choses, la facture va augmenter, mais effectivement, on ne paiera plus de gaz naturel puisqu'on remplacera les chaudières. Dès 2017 et dès 2018, c'est 66 000 € d'économie pour la ville. 2019, 123 000 € par an. 2020, 153 000 € par an. Et si on prend la variante gaz de mine étendu après 2021, c'est 213 000 € d'économie par an pour la ville sur 22 ans. Un point d'impôt, c'est 150 000 €. Je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec ces économies. C'est hyper intéressant pour nous. Évidemment, c'est des hivers comme aujourd'hui. Si demain il y a blizzard une année, ça va nous coûter un peu plus cher. Les conditions climatiques vont impacter. Et ce que vous ne mesurez pas, c'est l'économie à l'heure actuelle. Si les prix du gaz explosent, je ne vous ai pas fait une courbe, mais on aurait pu imaginer un prix de gaz qui explose, puisque le gaz naturel va monter au moins de 10% en 2020, par la hausse des taxes. L'État a voté une hausse des taxes de 10% sur le gaz. Ça va devenir hyper intéressant de raccorder tous les bâtiments de la ville, et on va avoir de grosses économies. Là encore, vous voyez, c'est concret, c'est des sommes importantes, et c'est aussi une très bonne nouvelle ce soir pour les finances de la ville, et je le redis, figé sur 22 ans. Il n'y a pas de risque. Je peux vous dire que si vous allez voir votre banquier et que vous proposez un placement comme ça, il signe tout de suite. Il n'y a pas de risque. C'est stable, c'est figé. On est déconnecté de la crise mondiale ou de tout ce qui peut se passer ailleurs. Donc pour la ville, on est sur les mêmes ratios. On est sur des pourcentages de baisse qui peuvent aller jusqu'à 42% par an. Et puis le réseau, c'est pas seulement... J'affiche tout de suite. Le réseau, c'est pas seulement un prix, c'est pas seulement des investissements et des infrastructures, c'est qu'il y a d'autres objectifs qui ont été remplis. Le premier, je vous l'ai dit, c'est une tarification qui soit volontairement basse, le plus bas possible. Vous allez avoir à Béthune sur 22 ans le chauffage urbain le moins cher, quasiment, du territoire, ça c'est sûr, pas de doute, et peut-être même l'un des moins chers au nord de Paris. Ça veut dire que ça va devenir hyper intéressant de venir construire du logement ou d'habiter à Béthune quand vous serez raccordé au chauffage urbain, puisque même si certains diront que la taxe d'habitation et foncière est encore trop haute, quand vous ajouterez les taxes locales, plus l'énergie et le chauffage, vous aurez un différentiel par rapport aux autres communes qui sera intéressant en faveur de Béthune. Et en plus, parce que c'est la soirée des bonnes nouvelles, la loi était bien faite dans ce pays, puisque quand vous construisez un immeuble neuf et que vous êtes branché sur un réseau de chauffage urbain vertueux, vous faites des économies de construction. On vous demande d'isoler moins fort, donc finalement vous bâtissez des bâtiments moins chers à Béthune qu'ailleurs grâce à ce réseau. Le deuxième objectif qui est affiché, c'est évidemment l'objectif environnemental, on ne va pas se cacher. Ça, c'est de la vraie écologie, c'est pas un marketing. On va réduire de 30% les consommations de CO2 dans la ville de Béthune pour produire du chauffage dès 2021. 30%. Les énergies qu'on va chercher, que ce soit du gaz de mine, du grisou en tout cas, et du CVE, c'est des énergies renouvelables qui sont 100% issues du territoire. C'est un vrai circuit court. On ne va pas chercher ça à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, on va chercher ce qu'on a sur place. Les richesses qu'on a sur place, finalement, on aura réussi ce que certains essayent de faire depuis des années, c'est-à-dire que ce fameux or noir du Pas-de-Calais, ce fameux or noir qui est sous nos pieds, qui a fait la richesse de cette région, et bien aujourd'hui on est en train de le transformer en or vert. Ça fait des années que certains, au Louvre-Lens et à Euralens, réfléchissent à ça. Nous, on le propose vraiment. On propose de faire de cette ressource minière une vraie chance. Et puis, je vous l'ai dit, à terme, quasiment 85% de l'énergie produite dans le réseau sera renouvelable. C'est un taux très très élevé. Il n'y a personne, très peu de monde qui a ça, donc on pourra en être très fiers. Et c'est la vraie écologie. La vraie écologie, c'est pas d'être dogmatique et de dire on fait du verre pour faire du verre. On fait du verre
parce qu'on l'assume et parce qu'on y croit, transition énergétique, mais également parce que c'est de grosses économies pour nos habitants et que c'est un avantage compétitif pour notre ville. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis il y a aussi des aspects sociétaux qu'on assume. On a demandé aux délégataires de mettre en place un fonds de solidarité. Évidemment, ce fonds de solidarité, il a un petit impact sur le prix de chaque abonné. Mais on l'assume, parce qu'on a voulu tous les ans avoir un peu d'argent qui sera versé au budget de la ville et qui sera reversé au CCAS pour aider les personnes les plus modestes qui, malgré ces baisses importantes de prix de chauffage, auront encore peut-être parfois du mal à payer parfois leur loyer et leurs charges. On pourra les aider. Donc il y aura un levier d'action sociale. Hakim, il découvre, mais il va avoir un peu plus d'argent dans sa besace. Ce n'est pas des sommes neutres, hein. On parle de sommes importantes. Pour faire de la solidarité, il faudra voir aussi si on ne peut pas utiliser un peu de cet argent pour aider les gens à faire un peu d'isolation, à les accompagner dans l'amélioration du logement et faire des économies. Et puis, tout va être fait en concertation avec les partenaires locaux, le PIMS et d'autres entreprises locales et structures locales pour mettre évidemment dans les 18 millions d'euros de chantier des clauses d'insertion pour faire travailler des gens de Béthune sur les chantiers et également avoir un partenariat avec l'Université d'Artois pour essayer d'impliquer un maximum d'étudiants, limiter également sur le chantier et sur les concepts. Parce que pour notre université, pouvoir étudier un réseau de chauffage à demeure dans la ville de Béthune, aussi intéressant et aussi innovant, c'est vachement bien pour nos étudiants, ça va intéresser des professeurs et des chercheurs. Et puis je terminerai par le phasage. Quand est-ce qu'on fait tout ça? C'est une DSP de 22 ans, mais on va se mettre en route très vite. Donc l'offre de base, qu'on fera dans tous les cas si vous acceptez ce soir d'autoriser le maire à attribuer la DSP, on dépose le permis de construire de la nouvelle chaufferie avant la fin d'année. On démarre les travaux de la nouvelle chaufferie fin du premier trimestre 2018. On livre la nouvelle chaufferie en septembre 2019. Vous voyez qu'en parallèle, on fait les travaux de gaz de mine, c'est la fameuse conduite de 4 km, c'est le bâtiment et la cogénération. Et à partir du 1er janvier 2020, on entame des travaux dans les rues pour densifier le réseau. Catorive, rue de Lille, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si on choisit de prendre l'option, ça n'allonge pas la durée des travaux, parce qu'on fait en parallèle. Donc on démarre la nouvelle chaufferie de Montliébaud, premier trimestre 2018, on fait les travaux de gaz de mine. À partir du 1er janvier 2020, on commence à tirer les réseaux jusqu'au CVE et on tire l'extension jusqu'à l'hôpital de Beuvry. La date butoir, c'est que tout soit opérationnel pour janvier 2021. Et si on choisit gaz de mine renforcé, et ben là c'est pareil. On fait tout en parallèle, nouvelle chaufferie, gaz de mine, extension, et on est opérationnel pour le 1er janvier 2021. Voilà pour la présentation. J'ai été un petit peu long, j'en suis désolé, j'espère avoir été clair. S'il faut retenir quelques éléments de langage. Alors je ne vais pas vous faire le coup de l'alchimiste qui a transformé le plomb en or, parce qu'on n'en est pas tout à fait là, ça fera sourire certains. Mais ce qui est vrai, c'est que quand je vois d'où on vient, je parle du prix actuel, de l'état des contrats actuels et de l'état de l'infrastructure, notamment de la chaufferie du Montliébaud, et ce qu'on propose ce soir au conseil municipal, en termes de baisse de prix, en termes de construction d'une nouvelle chaufferie, en termes de densification et d'extension du réseau, raccorder le CVE, aller chercher du grisou, développement durable, on est bon. Transition énergétique, on est bon. Smart City, la ville intelligente, ça c'est une solution qui est quand même vachement intelligente, pour le coup. Des énergies du coin, ça bénéficie aux habitants, ça va nous permettre d'attirer des investisseurs, des promoteurs et des habitants supplémentaires en ayant une baisse du chauffage très forte qui va s'additionner aux baisses d'impôts. Ça va être renforcé, ça va me mettre plus fort en termes d'argent que les baisses d'impôts. Et puis c'est une solution stable, durable, pour les 22 prochaines années. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter ce soir, vous proposer. Maintenant, je vous laisse libre de poser les questions, les remarques, tout ce que vous voulez. On est à votre disposition. Et avant de vous passer la parole, je voulais remercier quand même, comme l'a fait Monsieur le maire, je voulais le dire, déjà remercier Monsieur le maire de sa confiance, parce qu'effectivement, on a travaillé depuis 2 ans, non-stop, sur le sujet. On a eu parfois des bonnes surprises, parfois on a eu peur, très peur même parfois. On a travaillé certains soirs jusque tard le soir, c'est vrai. On a négocié un contrat de 92 pages avec l'aide de notre AMO, que je tiens à remercier, avec mes collègues élus, dont Jean-Marc, dont René, dont Jean-Pascal, dont Fabrice, Amel également, Maryse qui n'est pas là ce soir, que j'ai embêté pour venir en commission DSP, souvent, tout le temps, longuement, parce qu'on avait besoin d'avancer sur le sujet, on avait besoin d'avoir les avis. Puis également remercier les services, alors le directeur général évidemment,
mais je pense à Frédéric Gégère, notre directeur technique, je pense à Denise, je pense à David, je pense à tous ceux qui ont travaillé en coulisses sur ce sujet. C'est vraiment un gros travail collectif, et je pense que ça montre que dans cette mairie, on est capable, tous ensemble, quand on s'y met dans le bon sens et qu'on avance, de sortir des super choses et des belles choses, qui sont, je vous le dis, uniques en France, et qui vont, dès demain, attirer l'œil de nos voisins, et puis y compris local, j'en doute pas, mais également de la presse nationale, et qui va faire parler de Béthune partout en France. Merci, et puis à vous la parole. Bien. Bien, merci pour cette présentation que je pense complète. Y a-t-il des questions ou des prises de parole sur ce sujet? Monsieur le ministre. Vous avez bien travaillé. Tout le monde reconnaît du reste que vous êtes un des rares à travailler. Donc, je le dis puisque plus discrètement les gens le disent, et moi je le dis publiquement. Alors, en ce qui concerne le problème du gaz de mine, est-ce que vous êtes assuré que dans les années qui viennent, cela sera toujours autorisé? Les mots, c'est qu'on peut peut-être suspendre le conseil municipal officiellement le temps qu'ils répondent, sinon je vous réponds, mais ils vont me le dire à l'oreille. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce gaz, il y a 14 milliards de mètres cubes qui vont se répandre dans les galeries naturellement, qu'on ne peut pas empêcher de se répandre. Il n'y a pas de solution, ça va se répandre. Il faut absolument l'extraire. Sinon, ça va exploser ou ça fera des problèmes. Pour l'extraire, il faut absolument, si vous voulez demander à une entreprise comme Gazonor, France Énergie, de l'extraire, il faut qu'ils puissent la valoriser. J'ai supprimé des diapos tout à l'heure, parce qu'il y en avait d'autres, mais la Française de l'énergie, transformer le grisou en électricité, elle ne va pas le faire qu'à Béthune. Elle va installer dans le département du Pas-de-Calais et dans le Nord 6 centrales de cogénération différentes. Il y en a déjà une à Divion qui a été construite, vous l'avez peut-être vu dans la presse, et qui va être opérationnelle, officiellement inaugurée en septembre. Ils vont le valoriser à différents endroits du bassin minier, l'ex-bassin minier, en électricité. Il n'y a pas que chez nous qui vont le faire. Évidemment, la loi est la loi. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, il y aura une Assemblée nationale, un Sénat, qui changeront la loi et qui diront finalement le gaz de mine, c'est plus une énergie renouvelable. Tout comme ils pourraient nous dire demain, le CVE, c'est plus une énergie renouvelable. Tout comme ils pourraient nous dire aussi, mais brûler du bois, si vous ne tenez pas compte du réservoir diesel du camion qui vient de Roumanie, qui vient de Pologne, c'est plus développement durable. Donc, je ne peux pas vous dire que dans 22 ans, la loi ne changera pas. Enfin, si je vous disais ça, ce serait vraiment stupide. Par contre, on a des vraies garanties, des vraies assurances aujourd'hui que ça va durer et que cette solution, elle est bonne. Le gaz, il existe. De toute façon, il faut le brûler. Donc, autant le brûler à la faveur des habitants de notre ville et puis des habitants d'autres villes, peut-être, parce que ce que je ne vous ai pas dit et que je pense très fort, c'est que j'ai déjà des coups de fil de l'agglomération insistant pour me dire qu'il faut qu'on se voit sur le chauffage très vite. Ah oui. Parce qu'effectivement, on commence à être intéressé. Parce qu'ils ne sont pas bêtes à l'agglomération, ils ont bien compris que c'était vachement intéressant pour des zones industrielles, pour des logements collectifs et puis pour d'autres communes et des équipements publics. Donc je ne peux pas vous garantir à 100% la vérité que la loi ne changera jamais. Je peux vous dire que dans les conditions législatives actuelles, Grenelle de l'environnement, REF 3, etc., c'est un projet très innovant qui va être fortement subventionné. Je vous ai parlé de 40% de l'ADEME, c'est le socle minimum dont on est sûr. Aujourd'hui, le délégataire, notre AMO, nous parle peut-être qu'on pourrait monter jusqu'à 60% de subventions sur un réseau aussi innovant. Donc, pour nous, on est sûr que ça va durer longtemps. Maintenant, vous dire que la loi ne changera jamais, je ne peux pas... Enfin, non, mais à moyen terme, pas à long terme. Vous ne pouvez pas savoir. Mais... Ouais. Alors, là, oui, c'est important ce que dit le collègue. Si ça change... On est garanti. Oui, voilà. On est garanti dans le contrat. Ouais. Voilà. Si ça change et que finalement, en cours de DSP, c'est plus une énergie renouvelable, qu'est-ce qui va se passer? Le prix du gaz grisou ne va pas changer. On va nous le vendre toujours au même prix, c'est signé. Par contre, on va se prendre une TVA à taux plein. qui va augmenter. Et dans ce cas-là, la Française de l'énergie versera de l'argent tous les ans dans le contrat pour compenser la hausse de TVA et pour garantir le prix bas. Ouais. Donc je peux vous dire que si eux ont pris un risque pareil, c'est une entreprise privée, c'est qu'ils sont sûrs de leur coût parce qu'on parle de sommes assez importantes. Mais en tout cas, le prix du grisou, il est stabilisé sur 22 ans, imputé chaque année de l'inflation. Donc on a au moins cette garantie-là. Parce que vous n'ignorez quand même pas que dans le ministère aujourd'hui présidé par M. Nicolas Hulot, qu'il y a
des actions qui sont menées contre toutes les énergies fossiles. Hein, dont ce style-là. C'est Répond l'extraction. garantie. C'est pas la récupération, c'est l'extraction. En Pas de fait. l'extraction. Là. Et ils attaquent le gaz de houille en réalité, quand on doit fracturer effectivement la roche pour récupérer le gaz. Là, il y a une obligation réglementaire d'évacuation. Non, ah, non, mais Même l'association je suis- des communes minières nationales, présidée Tout à par fait. M. Sheila, est tout à fait favorable. c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et moi, je suis favorable. Mais je me pose simplement la question qu'au-delà de ça, parce que j'ai des gens qui travaillent au cabinet de M. Hulot et qui poussent pour même là, ça, à l'empêcher. Donc je dis, quelles sont les mesures au cas où. Voilà, c'est tout. En tout cas, ce qui est Ça, sûr, ça réduit à peu près le carbone dans tous les cas, de toute façon, donc je ne sais pas pourquoi ils seraient contre. parce que du méthane pur dans l'atmosphère, c'est bien plus polluant que du méthane qui était en combustion de chaufferie. Je ne mets pas en cause, je suis pour, c'est clair. Simplement, est-ce que vous avez aussi pris dans vos calculs, là, notamment pour les habitants du Mont-Liébaud, la baisse que nous avons faite grâce à Cofeli, qui dessert les logements. Et nous avons à peu près, Pas-de-Calais Habitat, à rembourser dans les 450-490 euros pour l'année 96 de charges en moins. On a remboursé les locataires. Alors, est-ce que vous avez dans votre prix déjà intégré cette somme que Cofeli a, grâce à Cofeli, contre Dalkia? Non. On n'a pas intégré, la baisse de 17% qu'on a déjà faite ensemble, et qui, je pense, a été répercutée sur les charges fin d'année dernière. On avait déjà baissé de 17%. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est le pourcentage de baisse de ce qu'on va du prix de ce qu'on va livrer à Pas-de-Calais Habitat, qui ensuite refacture. On a fait un calcul de moyenne. Donc la vérité, c'est que les factures de Pas-de-Calais Habitat dans le quartier du Mont-Liébaud, à terme, baisseront de 42% à consommation identique. Si vous consommez encore moins, ça va baisser encore plus pour les habitants. Parce que nous, c'est Cofeli, puisqu'il y avait eu concurrence entre Delkia. Ouais, qui fait la maintenance du réseau secondaire. C'est la maintenance, c'est la distribution. C'est SDEB. Bon, donc le prix a été revu. Optimiser vos consommations, en fait. À la baisse, et ce qui a permis de donner déjà près de 500 euros dans chaque logement. Bon, bah, vous voyez, vous avez, ce qu'on a fait ensemble. Vous avez plus ce baissé qu'on les va prix de faire. 500 euros par an? Pour Par l'année 2016. Oui, mais ça tient compte de ce qu'on a voté ici. Non, donc après, C'est en chaque plus. année, ça va être comme ça. Bah donc, Donc, c'est vraiment Noël, parce que vous, plus ce qu'on a fait avec Dalkia depuis 3 ans ensemble, moins 17, plus les moins 42 qui arrivent, c'est jackpot pour les habitants, et tant mieux quelque part. Tant mieux. Et je crois qu'il y en a dans la salle qui vivent en plus là-bas, et qui vont avoir un beau Noël. Non, mais non, on n'a pas pris en compte vos économies de consommation. Donc ce que la mairie fait, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et il faut rendre aussi à Pas-de-Calais Habitat ce qui appartient à Pas-de-Calais Habitat, et ne pas le prendre à votre compte. C'est pas ce que j'ai voulu. Enfin, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Là, c'est hors Cofeli. Hein. Là, c'est ce qu'on va livrer à Pas-de-Calais Habitat. Donc, il était loin de moi. Enfin, vous connaissez quand même à force, et vous connaissez notre équipe municipale. Les moins 17 de l'année dernière, c'est nous. Enfin, c'est nous, le conseil municipal. Parce que lors d'une réunion précédente, vous avez dit, j'espère que Pas-de-Calais Habitat... Bah oui, c'était une vraie question. Non, on va répercuter la baisse en intégralité. Mais depuis, on a consulté notre avocat, et en fait, c'est obligatoire. Donc, vous avez forcément le faire. Enfin, vous, au travers de conseil d'administration, vous allez forcément le faire. Mais loin de moi l'idée de revendiquer ce qu'a fait Cofeli en vos seins. Par contre, il y aura une communication municipale sur ce sujet-là à tous les habitants. Par contre, à défaut, ce nouveau plan intègre un crédit qui n'est pas fini d'être remboursé alors qu'ADSP est tombé. Parce que vous connaissez bien la problématique, on avait 2 réseaux indépendants qui n'étaient pas connectés, dont un qui était complètement surdimensionné et qui n'a pas trouvé preneur en termes de clientèle, donc qui est très coûteux. C'est pour ça qu'à mon époque, j'ai réalisé la jonction entre les deux. L'interconnexion. Puisque ça avait été réalisé, je pense, en 1999 ou quelque chose comme ça. Juste avant votre retour. Oui, et après vous avez fait faire l'interconnexion dans un sens pour aider justement le Mont-Liébaud
et puis optimiser la cogénération qui était ici au centre-ville. Et aujourd'hui, justement, l'intérêt qu'on va pouvoir utiliser, malgré tout, je finis sur l'idée quand même, malgré l'interconnexion, il restait une queue de crédit parce qu'on a étalé un emprunt où finalement il nous reste à rembourser quelque chose qui n'existe plus, puisqu'on n'a plus le contrat, donc on a dû l'intégrer. Et du coup, ça nous permet de supprimer la chaufferie du Mont-Liébaud qui était de 1967, je crois, de mémoire, et puis d'avoir un produit, une chaufferie adaptée, complémentaire centre-ville. Ça permettra d'optimiser celle du centre-ville qui est utilisée à peine à 40%, et pouvoir justement mailler le territoire et puis l'élargir. Donc je pense que tout cela, mis bout à bout, ça va permettre de faire des économies, malgré le crédit qui restait en cours. Ça aussi, c'est intégré dans l'économie annoncée. Donc, je pense qu'on peut clairement dire qu'en 2039, nos héritiers récupéreront en tout cas d'un réseau propre qui aurait été bien géré. Et finalement, des 20 plus chers de France, à aujourd'hui, on arrive dans les 20 moins chers de France. Et je pense que tout le monde va s'en réjouir. La ville en premier lieu, parce que c'est quand même 200 000 € d'économie par an. Et effectivement, on ramène du pouvoir d'achat pour les familles. Alors, on parle souvent effectivement de la fiscalité. On l'a déjà dit, on peut parfois jouer sur le levier fiscal, mais on peut aussi baisser d'autres tarifs, comme les services, et notamment le chauffage. J'ai une petite question à poser à Pierre. D'abord, le remercier pour le travail qu'il a effectué. Par contre, dans ce mode, on parle d'investissement sur des périodes très très longues, des retours sur investissement sur des périodes très longues. Même on parle quelquefois en décennies, parce que ce sont des travaux lourds, avec des connectivités très très difficiles sur des bâtiments anciens. Et est-ce que vous avez une réponse à me donner à ce sujet-là? C'est principalement à Dalkia que je la pose. Alors moi, je ne suis pas salarié de Dalkia. Dalkia ne parle pas, là. Et Dalkia, il ne peut pas parler parce On doit voter avant. il n'est pas élu au conseil municipal de Béthune. D'accord. Non, mais je vais répondre. La vérité, c'est que c'est parce que la DSP est d'une longueur de 22 ans qu'on peut se permettre de claquer 18 millions de construction et de travaux en cash au début de la DSP, d'ici 2021. Vous voyez, hein, on investit très fort tout de suite au début. Et ensuite, on amortit sur le long terme. Si on avait voulu investir autant sur une DSP de 10 ans, alors là, les prix de chauffage, c'était x2 et on était mort. Donc, c'est la longueur de la DSP. C'est comme quand vous achetez une maison chez vous. Plus votre crédit immobilier est long, et plus finalement les mensualités sont faibles. Et les faibles mensualités permettent d'avoir un prix intéressant. Ça permet d'amortir. Oui. Mais ça coûte zéro à la ville. Hein. C'est pas la ville qui investit, c'est bien le délégataire qui ensuite se rembourse sur ses consommations. La ville, ça lui fait même gagner de l'argent puisqu'elle économise près de 200 000 € par an. Mais c'est massif. Hein. Un projet à 18 millions à Béthune, si je dis pas de bêtises, le dernier gros projet de cette ampleur-là, c'était peut-être la construction du centre aquatique dans les années 2000, qui n'était pas de 18 millions, était un peu moins. Mais ça fait longtemps que dans cette ville, on n'a pas investi autant. Et je vous dis, les entreprises locales, elles vont en bénéficier pour le coup. Moi, simplement pour dire qu'effectivement, pour y avoir participé à mon petit niveau depuis 2 ans, effectivement, je dois féliciter M. Gibson parce que depuis le début, il a bossé là-dessus, vraiment, il a bossé. J'ai dit à la commission, et je le redis ici publiquement, que c'est l'œuvre de M. Gibson et que ça pourrait être son chef-d'œuvre. Bon, mais pour ça, il faudrait quand même, effectivement, il y a des soupçons d'inconnus et qui ne seraient pas de votre fait, bien sûr, c'est le gaz de mine, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est le taux de TVA sur les énergies fossiles, parce qu'il est un taux réduit, mais ce serait une solution pour satisfaire les opposants, c'est de mettre un taux normal, ça peut arriver. Troisième handicap, peut-être, mais j'espère que non, j'espère de toute façon pour la ville de Béthune que ce soit de fausses inquiétudes. C'est vrai que le coût des investissements sur une durée de 4 ans, on peut avoir des surprises. Hein. C'est pas toujours dire ça fait tant de millions ou 100 de millions. Sur 4 ans, ça peut bouger. On peut avoir des obstacles, on peut avoir des choses. J'espère que ça n'arrivera pas. Alors, moi, je vous félicite, M. Gibson. J'ai assez l'habitude de dire quand c'est pas bien, donc quand c'est bien, je crois qu'il faut le dire aussi. Voilà. Bien. Une autre prise de parole. Donc, je remercie Pierre-Noël pour sa présentation. Je renouvelle
mes remerciements à l'ensemble des acteurs de ce dossier. Et on retiendra donc la baisse des prix pour la ville et pour les locataires. Surtout ce modèle d'exemplarité qui est au-delà des 18 millions d'investissements et l'emploi que ça va créer, qui va pouvoir être aujourd'hui lieu de démonstration. C'est ça qui est important aussi pour nous, au nord de Paris. Et donc si, dans le vote, dans quelques instants, vous vous accordez la confiance, on pourra s'engager donc cette fois-ci durablement avec le délégataire qui a été retenu dans cette proposition, c'est-à-dire Dalca. Et à leur côté, on pourra bien sûr amener du monde chez nous pour montrer comment finalement on peut arriver à 85% d'énergie renouvelable et à baisser le prix de presque 40% en quelques années, de manière durable et sécurisée, parce que je suis moi persuadé que le gaz de mine, il faut lui trouver une solution de toute façon, et que ça réduira de manière ou d'une autre l'empreinte carbone. C'est un projet qui sera forcément, je pense aussi labellisé troisième révolution industrielle, puisqu'il rentre pleinement dans la stratégie de la région. Voilà donc pour nous un projet rondement mené et qui fera la fierté, je l'espère en tout cas, de Béthune. Nous, on en est fiers en tout cas, ça a été dit, je pense, ce soir et confirmé, et de manière consensuelle. Voilà, donc je vous propose donc de mettre au vote cette délibération 201. Qui est contre? Monsieur François est contre, très bien. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis donc on félicite, et je souligne la présence d'Olivier Pascal, représentant de Dalca, qui est là, qui pourra peut-être répondre après s'il y a des questions techniques. Donc merci pour ce travail aussi qui a pu être fait, dans le respect des règles bien sûr, mais il y a eu un tas de travail, une exigence de la part de nos services et de nous-mêmes sur la sortie du contrat. Et puis après, il y a eu un travail prospectif et de mise en compétition, pas toujours facile, mais qu'on a respecté, je pense, de manière admirable. Il reste une dernière délibération, la 801, mais je pense avoir oublié le procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2015, oui, qui avait été proposé. Est-ce que le procès-verbal a des observations? Non. Monsieur le maire, la seule observation que moi je ferais, c'est que je trouve que c'est quand même un peu long de recevoir les PV Oui. de 2015 maintenant. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'accélérer Oui, on y a travaillé. Parce que c'est très long. Changer. Oui, oui, même si c'est fin 2015, c'est décembre 2015. Ouais. C'est pour ça que c'est l'avantage d'être filmé, c'est beaucoup plus réactif finalement. Mais heureusement qu'on a les vidéos, parce que c'est vrai que si on veut se rapporter au procès verbal, c'est un peu embêtant. Sur ce procès verbal, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La dernière libération, la 801, c'est René qui présente? René Martin. Pour la démolition de la construction du bâtiment courbé, qui est à usage d'habitation et qui est effectivement géré par Pas-de-Calais Habitat. Donc la décision de démolir est prise par l'organisme propriétaire, à savoir Pas-de-Calais Habitat. Celle-ci est transmise aux représentants d'État dans le département avec l'accord de la commune d'implantation ainsi que des collectivités publiques ayant accordé des garanties d'emprunt pour l'opération. Donc, c'est donc en application de la réglementation que Pas-de-Calais Habitat a sollicité par courrier reçu en mairie le 9 juin 2017 une délibération du conseil municipal validant la déconstruction de l'immeuble courbé situé 1074 avenue Wisconsin-Churchill, dit tour courbé bien entendu, qui a été construit en 1959. Donc le permis de démolir a été accordé le 27 avril 2017 par la commune. Je tiens à souligner effectivement qu'il y avait un objectif initial qui était une déconstruction de ce bâtiment en 2015. Donc on peut aujourd'hui se réjouir effectivement que Pas-de-Calais Habitat a fait tout ce qu'il faut pour ne plus remettre en location ces logements qui posaient beaucoup de problèmes, ce qui permet aujourd'hui effectivement d'accorder ce permis de démolition. Et voilà. Et donc j'invite Monsieur le maire et au conseil municipal à délibérer sur cette délibération. Bien, j'imagine que Monsieur le ministre ne participera pas au vote, cette délibération. Et je voudrais donc remercier et puis rappeler les bonnes relations que nous avons avec les bailleurs sociaux de manière générale, avec Pas-de-Calais Habitat en particulier. C'est vrai que c'est un gros opérateur sur notre territoire et que je pense qu'on travaille de manière utile, main dans la main, pour
essayer de faire en sorte que dans nos quartiers, on vive de mieux en mieux. Et donc sur ces projets, notamment de démolition, il y a eu d'autres démolitions, il y a des projets de construction, mais sur ce bâtiment-là, je pense qu'il y a utilité, il y aura une réflexion aussi à mener sur l'après des constructions, démolitions, sur le devenir finalement de l'emprise foncière, puisque ça n'a pas encore été globalement évoqué. Voilà. Cette délibération que je soumets à votre vote, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Avant donc de clôturer ce conseil municipal, j'aimerais, si vous le souhaitez, qu'on puisse rendre un hommage, malheureusement, c'est régulièrement maintenant qu'on le fait, cette fois-ci pour Léonce Després, qui était député du Pas-de-Calais, qui est un Béthunois, qui a replacé finalement la carte du Pas-de-Calais, a replacé le Pas-de-Calais plus précisément sur la carte de France, notamment à l'Assemblée. On connaissait ses talents d'orateur, sa vision finalement de la ville. Il a contribué à construire le Touquet après avoir reconverti Béthune. 33 ans de mairie et puis la députation, c'est quelqu'un donc qui a beaucoup œuvré pour la région. Et si on est d'accord, je voudrais qu'on puisse avoir une petite pensée pour lui, sachant que c'est jeudi, donc la cérémonie à 15h au Touquet. On partira nombreux d'ici pour soutenir notamment Marguerite, sa fille, qui ont été si fiers de voir l'élection aussi le 10 juin dernier. Voilà, je vous demande de m'accompagner pour cette minute de silence. Merci beaucoup. Bien, nos travaux sont terminés. Je vous remercie pour votre présence et puis vous souhaite d'excellentes vacances ressourçantes, ici ou ailleurs, en famille, bien entouré de vos amis. Voilà. Merci, bonne soirée.